À la une de ce rendez-vous de l'actualité, paix et sécurité, la 15e retraite de haut niveau de l'Union africaine ouverte à Abidjan par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meïle Koné. Accord de financement, GUD PME et Orange Bank Africa unissent leurs forces pour soutenir les PME et TPE. Mobilité urbaine, les transporteurs de Bingerville sensibilisés sur le projet BRT, Bus Rapide Transit. Et puis nous parlerons de santé au travail, les professionnels mobilisés à la 4e édition du Forum de la santé. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Une note de paix et de sécurité en début de cette édition. Abidjan accueille depuis ce vendredi la retraite annuelle de haut niveau de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Pour cette 15e édition, le Conseil de paix et de la sécurité se penche sur le thème impact et durabilité de la diplomatie préventive et de la médiation de l'Union africaine. Une rencontre ouverte par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meïle Koné. Nos reporters Konina Nourgo et Marie Sissiri. Les crises à répétition, voici les ennemis du développement de l'Afrique, surtout quand elles sont mal gérées. Alors, à cette 15e retraite annuelle de haut niveau sur la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, l'Union africaine recherche les solutions pour mieux y faire face. Réunis à Abidjan depuis ce vendredi 25 octobre 2024, les experts, les sages, les représentants permanents et les ambassadeurs se sont donnés pour mission de trouver ces solutions. Thème des réflexions, impact et durabilité de la diplomatie préventive. Nous avons réalisé des avancées significatives en matière de diplomatie et de médiation. Nous restons loin d'avoir vaincu les monstres de nos défis ancrés et tenaces. Les conflits au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, les Grands Lacs, en Afrique du Nord et ailleurs, continuent de se complexifier. Les déficits de confiance entre les parties en conflit est le premier obstacle qui se dresse sur notre chemin. C'est au rétablissement de cette confiance que les médiateurs doivent d'abord s'atteler. Inutile d'insister sur les qualités requises de tels médiateurs. Crédibilité, expérience, savoir-faire, dextérité. En tant que pays ayant fait l'amère expérience de la crise, la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette 15e retraite annuelle de haut niveau sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, a salué cette initiative. Pour le vice-président de la République, cette retraite devrait permettre la résolution définitive et rapide des conflits. Les Nations Unies, notamment son Conseil de sécurité chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, se retrouve souvent paralysé et n'incarne pas toujours les idéaux de la Charte des Nations Unies. Face à cette impuissance, les peuples africains payent un tribut de plus en plus lourd en raison des conflits qui dévastent notre continent et compromettent les efforts de développement. Il est donc impératif d'inverser cette trajectoire. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire soutient la détermination de la Commission de l'Union africaine à privilégier la diplomatie préventive et la médiation dans la résolution des conflits. Ouverte ce vendredi à Abidjan, cette 15e retraite annuelle de haut niveau sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique prendra fin le samedi 26 octobre 2024. Et poursuivons cette édition avec un accord de financement. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant alloué pour soutenir le financement des petites, très petites et moyennes entreprises et les artisans de Côte d'Ivoire. Cette initiative découle d'une signature de convention entre GUD PME, guichet unique de développement des PME et Orange Bank Africa, officialisé le jeudi 24 octobre à l'Ivoire Trade Center. L'objectif de cet accord est de combler le fossé entre les institutions financières et les artisans, souvent confrontés à des difficultés d'accès au crédit.
Tima Traoré, commentaire Anja Sémian. Un nouveau pas en avant pour l'accès au financement et l'accompagnement des PME, TPE et artisans en Côte d'Ivoire. Ce partenariat stratégique scellé entre GUD PME, guichet unique de développement des PME, et Orange Bank Africa vise à faciliter l'accès au crédit pour ces acteurs économiques afin de renforcer leur chiffre d'affaires et contribuer au développement économique du pays. Grâce aux solutions de financement proposées par Orange Bank Africa et au suivi personnalisé de GUD PME, les bénéficiaires pourront obtenir des prêts allant jusqu'à 50 millions de francs CFA. La phase pilote cible 500 bénéficiaires, permettant ainsi à ces entrepreneurs de se positionner comme des acteurs clés dans l'économie ivoirienne. À travers ce partenariat, en effet, le GUD PME va accompagner les artisans, les PME, à accéder à des microcrédits auprès de Orange Bank. Donc c'est révolutionnaire, ça contribue énormément à l'inclusion financière de ces artisans, de ces très petites entreprises et même des PME. On nous a présenté la solution Tic-Tac, on nous a présenté d'autres solutions encore plus importantes pour des PME de plus grande taille. Donc cela rentre vraiment dans la cible de GUD PME. Nous sommes là pour accompagner tout type d'entrepreneurs, depuis le porteur de projet jusqu'à des entreprises de taille intermédiaire. Des entreprises qui sont bien gérées, qui ont une bonne stratégie, qui ont un niveau d'activité qui est correct. Et une fois que le GUD PME rendra ces entreprises éligibles aux prêts que nous avons décidé de mettre en place, le GUD nous enverra donc les clients concernés. C'est un mécanisme pour lequel nous nous sommes engagés à pouvoir donner des réponses d'octroi de crédit dans un délai rapide et avec un taux d'intérêt qui est étudié et qui sera donc très favorable aux PME et aux TPE en Côte d'Ivoire. Une collaboration prometteuse qui bénéficie également du soutien du partenaire technique et financier pour renforcer son impact. GUD PME, à travers ses 2 filiales, CIP PME et SJPME, s'engage à assurer un accompagnement continu en matière de financement pour les PME ivoiriennes avec un objectif clair, soutenir la croissance durable des entreprises locales. On l'annonçait en titre. À l'horizon 2027, un nouveau mode de transport fera son apparition dans la ville d'Abidjan. Il s'agit du bus rapide transit BRT qui va rallier la commune de Yopougon et de Bingerville en passant par Atekoubé, Adjamé, Plateau et Cocody. Afin de rendre inclusif ce projet, la cellule de coordination du projet de mobilité urbaine d'Abidjan a mené le jeudi 24 octobre à Bingerville une campagne d'information et de sensibilisation des acteurs du transport artisanal de cette commune. Colina Norgo et Ndrin Salomon. Les acteurs du transport traditionnel de Bingerville sont désormais informés de leur rôle dans la nouvelle configuration de la mobilité urbaine à Abidjan, car le bus rapide transit BRT fera son entrée dans le transport abidjanais dès 2027. Un réaménagement des rôles s'impose donc. Alors, le PMUA, projet de mobilité urbaine d'Abidjan, est donc venu leur porter le message ce jeudi 24 octobre 2024 à Bingerville, à l'occasion de cette caravane d'information et de sensibilisation en faveur des acteurs du transport traditionnel dans les 6 communes traversées par le corridor du BRT. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans la mesure où, dans la conception même du projet, les transporteurs, en tout cas les responsables de ces acteurs-là, étaient partie prenante. C'est ensemble avec ces responsables-là que nous avons pu définir les mesures d'accompagnement. Et donc, après avoir défini cela, et après la mise en vigueur du projet, il est maintenant question de faire l'application. Et c'est dans cette mouvance-là que nous avons initié cette caravane d'information et de sensibilisation pour les amener à adhérer davantage à ces différentes mesures. Au cours de la réunion, nous avons exhorté les transporteurs à adhérer à ce projet et à accepter de participer massivement à la formation qui est une condition sine qua non au bénéfice de ce projet. Parce que s'ils ne sont pas formés, ils ne remplissent pas les critères pour bénéficier de l'accompagnement de l'État dans la mise en œuvre de ce projet.
Cette rencontre a été meublée d'échanges et d'une exposition sur les chantiers du PMU, surtout celui du BRT, le rôle des transporteurs qui seront désormais chargés des rabattements ainsi que les opportunités offertes par le projet. Parmi elles, la formation au CACR, la déclaration gratuite à la CNPS et la facilité d'acquisition et à moindre coût de nouveaux véhicules, des échanges qui ont permis de dissiper les appréhensions des transporteurs. Ils se réjouissent de ce nouveau rôle dans le projet du BRT. Nous avons été un peu réticents au départ parce que les premières informations qu'on a eues, c'est que ça venait casser un peu notre système de fonctionnement. Du coup, il y avait déjà un problème de rendement pour nous. Donc cela avait rendu nos collaborateurs réticents. C'est nous-mêmes qui sommes allés maintenant à l'information pour aller avoir les meilleures informations. Et nous sommes revenus dire aux gens que, et effectivement, ça va impacter notre fonctionnement. Mais quand on va s'adapter, il y aura de l'équilibre dans notre milieu du transport terrestre. Prévu sur 20 km, le BRT permettra de relier Yopougon et Bingerville en 45 minutes en passant par Atekoubé, Adjamé, Plateau et Cocody. Quant à cette caravane d'information et de sensibilisation, elle a déjà visité les transporteurs des autres communes bénéficiaires du projet. Dans la même veine, le directeur général de la promotion des PME et de l'artisanat du ministère du Commerce et de l'Industrie a rencontré ses directeurs régionaux ce jeudi 24 octobre à Cocody. Au menu de leur échange, la préparation du MIVA, marché ivoirien de l'artisanat prévu pour se tenir du 22 au 27 avril 2025 au Parc des Expositions à Abidjan. Nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke nous en disent plus. Artisanat, femmes et transformation. Tel est le thème central du 6e marché ivoirien de l'artisanat qui aura lieu du 22 au 27 avril 2025 à Abidjan au Parc des Expositions. Une édition qui fera la part belle au Made in Côte d'Ivoire. En plus de cette information centrale, le ministère du Commerce veut la participation des 31 régions administratives de Côte d'Ivoire. Le DG de la promotion des PME et de l'artisanat, par ailleurs commissaire général du MIVA 2025, nous en donne les raisons. D'abord, cette édition porte sur le thème artisanat, femmes et transformation. Donc, nous mettons la femme au cœur de la production artisanale et nous mettons le rôle de la femme dans la transformation. Nos femmes sont dans la transformation des produits de l'agriculture. Certaines font de la ticket, d'autres font des jus de mangue, jus de bissap et autres. D'autres également font de la transformation des produits esthétiques. Et d'autres aussi font beaucoup de transformations, sont dans la production du cacao artisanal, du chocolat artisanal. Et c'est toutes ces femmes-là qu'on veut valoriser. Et c'est leur rôle, leur activité de valorisation, de transformation qui est importante dans le développement de notre pays qu'on veut promouvoir. Cette année, il y a une innovation majeure. Même cette réunion, nous ne l'avons pas fait l'année dernière. Vous nous avez suivi l'année dernière. Nous ne l'avons pas faite. Nous la faisons pourquoi? Parce que nous pensons que l'action du gouvernement, à travers le ministère du Commerce, doit pouvoir également se sentir dans toutes les régions administratives. Et c'est l'ensemble des directions régionales administratives qui sont là. Ils sont là pour porter l'information. Ils vont porter l'information pour permettre que dans chaque région, l'artisanat dominant de la zone, les meilleurs ambassadeurs soient au MIVA. Et le ministère du Commerce et de l'Industrie fera en sorte qu'ils soient au rendez-vous, qu'ils soient là. Le ministère du Commerce, organisateur du MIVA, attend 600 exposants et voudrait dépasser le gap des 100 000 visiteurs pour l'édition 2025. Rappelons que le MIVA a été institué en 2014 par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Enseignement supérieur, la 4e édition des journées portes ouvertes de l'Agence universitaire de la francophonie s'est tenue dans un cadre propice à l'échange et à la collaboration internationale. Une journée qui a réuni étudiants, enseignants et professionnels. Organisée à l'École normale supérieure d'Abidjan, cet événement a permis de faire valoir les initiatives académiques et les opportunités de mobilité internationale pour les francophones. Diane Cablancan et Marius Sissiri. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée d'échange.
Dans un contexte où la coopération académique internationale est plus que jamais importante, la 4e édition des Journées Portes Ouvertes JPO 2024 de l'Agence universitaire de la francophonie a une fois de plus marqué les esprits. Organisé au sein de l'École normale supérieure ENS d'Abidjan, cet événement incontournable a rassemblé un large éventail d'étudiants, enseignants et professionnels du monde universitaire. Durant cette journée, les visiteurs ont eu l'occasion d'explorer de nouvelles perspectives académiques, de découvrir les nombreuses initiatives de l'AUF et de s'informer sur les opportunités d'accompagnement offertes aux établissements et aux étudiants francophones à travers le monde. Les portes ouvertes, c'est pour faire découvrir ce que l'AUF entreprend en Côte d'Ivoire tous les jours. Nous avons les grands projets de plusieurs milliards que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de nous faire confiance afin que nous puissions améliorer la pédagogie et l'enseignement en Côte d'Ivoire. Cela se décline par la construction de 16 espaces numériques, de 7 studios d'enregistrement de cours en ligne, de 13 rapides MOOC qu'on a mis à la disposition des enseignants afin qu'en cas de crise Covid, tous les cours soient en ligne. La JPO 2024 a été riche en activités avec des conférences thématiques, des ateliers interactifs et des présentations sur les programmes de recherche, d'innovation et de mobilité internationale. Ces échanges ont permis de renforcer les collaborations entre les institutions membres de l'AUF et d'encourager les partenaires internationaux. L'intérêt de travailler avec l'AUF, c'est que l'AUF soutient des projets novateurs et soutient à tous les niveaux l'enseignement. Parce que ça commence d'abord par l'infrastructure. Donc il y a des projets d'accompagnement, de mise en place de l'infrastructure. Il y a des projets d'accompagnement aussi du contenu de la formation. Donc des projets qui permettent donc de soutenir la mise en place de MOOC, de formation à distance, pour ne citer que cela. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie puisque ça nous permet d'avoir certaines ouvertures sur d'autres horizons et des opportunités dans les années à venir. Ainsi, cette 4e édition des Journées Portes Ouvertes a non seulement servi de vitrine aux nombreuses réalisations de l'AUF, mais également constitué une plateforme d'échange et de réflexion pour les acteurs de l'enseignement supérieur. Dans un contexte où l'architecture évolue, l'école d'architecture d'Abidjan se distingue par son engagement à former des professionnels compétents et innovants. À cet effet, un atelier a été organisé avec le conseil d'administration et les enseignants de cette institution pour discuter et élaborer des protocoles d'encadrement des travaux de fin d'études. Un moment clé dans la formation des étudiants. Des précisions avec Anja Sémian et Wilfried Yao. Entre ces murs sont réunis le conseil d'administration et les encadreurs de l'école d'architecture d'Abidjan pour redessiner l'avenir de la formation des étudiants architectes. Une rencontre traditionnelle qui sonne cette fois-ci la révision des protocoles d'encadrement des travaux de fin d'études, histoire de maintenir le gap de l'excellence. Entrer dans la dynamique de l'excellence qui veut que chaque année, nous ayons des étudiants qui sortent de l'école encore mieux formés, encore plus performants et prêts à entrer dans la vie active. Pour les architectes, les cours en atelier sont extrêmement importants. Ça représente le tiers des crédits à accorder. Donc, il était question que nous fassions cet atelier pour tenir compte des faiblesses, des insuffisances que nous avons pu noter et apporter des réponses adéquates. Ce séminaire de réflexion, s'appuyant sur 2 axes majeurs pour l'avenir de la formation, accouchera d'un syllabus commun à tous les niveaux. Il contribuera également à gérer la synergie d'action entre les différents encadreurs, d'où le renforcement de l'efficacité de l'encadrement des étudiants en fin d'études. Et donc nous avons un protocole de rédaction de recherche spécifique aux architectes. Parce qu'il y a la partie théorique, mais il y a la partie projet. Nous avons une ligne directrice dans notre école. On se sert des sciences sociales parce qu'on construit ou on conçoit une maison pour un homme. Pour rappel, l'école d'architecture d'Abidjan a récemment effectué sa rentrée solennelle 2024-2025. Ce séminaire se tient sur 2 jours à la veille de la célébration de ses 10 années d'existence. Une note de santé.
Il s'est ouvert la 4e édition du Forum de la maîtrise globale des risques dans la commune de Port-Bouët. Le thème retenu, maîtrise des risques professionnels et protection des personnes, répondre aux défis actuels et anticiper ceux de demain. Organisé par l'entreprise Calivoire Conseil, cet événement a pour objectif de prévenir les risques au travail, les gérer et d'en réduire les impacts. Le reportage de Michel Brouet est ici. Ce sont 300 participants et 1000 visiteurs attendus du 24 au 25 octobre à la 4e édition du Forum de la maîtrise globale des risques en Afrique. Ces professionnels experts en gestion des risques et aussi représentants d'institutions sont tous animés par un objectif commun: prévenir les risques au travail, les gérer efficacement et réduire leurs impacts. Tels sont les enjeux de cette 4e édition dont la thématique revêt un caractère particulier pour inciter les participants au partage d'expériences et de solutions innovantes permettant de protéger les travailleurs tout en garantissant un environnement de travail sécurisé. Dans la maîtrise des risques, il faut comprendre que la prévention est une action qui doit pouvoir se tenir dans le temps. On parle donc de prévention durable, qui doit permettre aux entreprises de mieux mettre en place les process et pour conduire les actions qui portent leurs fruits. Il faut mettre en place un système de prévention, ça c'est la première chose, d'évaluation d'abord même, et à partir de l'évaluation on peut mettre en place un système pour prévenir donc, les risques. Et lorsqu'on a mis en place ce système pour prévenir les risques, il faut évaluer, suivre et adapter à l'évolution de l'entreprise. La première responsable de cet événement est revenue sur les attentes à l'issue de ces 2 journées de rencontres. Ce que nous allons retenir au sorti d'ici, ce sont des outils, des méthodes et des conseils pour pouvoir prévenir les risques. En cas de risque, comment les traiter au mieux pour avoir un impact négatif. Et bien évidemment réfléchir aux risques qu'on pourrait rencontrer, qui sont les risques de demain. Donc on a tous vu la pandémie de la Covid qui est venue de nulle part et qui a impacté nos États, nos entreprises et tous les continents. Donc aujourd'hui c'est un cadre de réflexion pour voir dans quelle mesure on pourrait se prémunir avant qu'un autre risque tel que la Covid puisse, on va dire, bloquer le monde. Calivoire Conseil, initiateur de ce forum, est un cabinet d'expertise en ingénierie de formation, externalisation des services, conseil aux entreprises et audit, qualité, sécurité, environnement. Il possède une forte présence en Afrique francophone, notamment en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, République démocratique du Congo et s'est spécialisé dans l'offre de services aux entreprises publiques et privées. Vous avez pu vivre sur nos antennes la cérémonie d'ouverture du Salon pour l'innovation et la qualité du service public dénommé Expertise Publique Expo. L'édition 2024, plusieurs panels et conférences, mais aussi des exposants, une dizaine au rang desquels l'IPS SEGRAE entendait Caisse Générale de Retraite des Agents de l'État, une SEGRAE qui à cette occasion a montré son intérêt, vous le verrez, pour l'innovation. L'IPS SEGRAE est impliqué jusqu'au cou à cette 2e édition d'Expertise Publique Expo. Exposants et panélistes, par concours de circonstances, la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'État a même présidé la cérémonie d'ouverture. Représentant le président du CESEC, Eugène Akaouele, l'honneur est revenu au président du conseil d'administration de la SEGRAE d'ouvrir un salon qui place en premier lieu l'usager client. En ce qui concerne l'institution de prévoyance locale IPS SEGRAE, dont je suis le président du conseil d'administration, nous sommes engagés dans la démarche qualité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, entre l'IPS SEGRAE que vous voyez et la Caisse Générale de Retraite d'antan, je pense que c'est le jour et la nuit. Et tout simplement, c'est parce que nous avons choisi de changer notre manière de faire et de faire faire. Président de la cérémonie d'ouverture de par son PCA, la SEGRAE, à cette occasion, est également panéliste
grâce à son messieurs contrôle, sécurité et certification du système d'information. Aujourd'hui, la CEGRAE traite une énorme masse de population que nous estimons environ 430 000 personnes. C'est-à-dire que c'est plus seulement les retraités que nous avons comme population cible, mais nous gérons également les fonctionnaires en activité et également les personnes que nous appelons les conjoints survivants aux personnes qui ont été décédées, donc les conjoints survivants et les orphelins également. Mieux, dit-il, la digitalisation a permis à l'institution de réduire significativement la durée du traitement des dossiers des retraités. En 9 jours aujourd'hui, un dossier qui rentre à la CEGRAE, ton dossier de pension rentre à la CEGRAE le 1er janvier, s'il est complet, il est conforme, c'est bon. Le 10, on peut être positionné pour la fin du mois de janvier. Moins de 10 jours de traitement qui dit mieux. Créé le 5 avril 1977, d'abord sous la forme d'un établissement public à caractère administratif, puis transformé le 29 janvier 1992 en établissement public à caractère industriel et commercial, la société d'État SEGRAE a un capital de 300 millions de francs CFA détenu à 100% par l'État ivoirien. Elle totalise environ 100 000 bénéficiaires. Parlons culture. Il s'est tenu récemment la cérémonie de lancement de la première édition de la foire Abidjan Market dans la commune de Yopougon. Cet événement prévu du 22 au 24 novembre aura pour thème « Solutions d'achat pour tous, enjeux et perspectives » organisé par Max Prestations en collaboration avec l'entreprise Sangel. Cette foire vise à offrir une plateforme pour la promotion des produits locaux accessibles à toutes les bourses. Michel Brouet et Valentin Kra. Du 22 au 25 novembre, la foire Abidjan Market sera sous le projecteur dans la municipalité de Yopougon. L'information a été donnée par l'entreprise Max Prestations et Sangel lors de la conférence de presse avec les médias. Les organisateurs ont souligné leur engagement à créer un espace où les artisans, producteurs et entrepreneurs pourront mettre en avant leurs produits tout en favorisant le développement économique local. Cette première édition met l'accent sur les enjeux actuels du commerce face à l'accessibilité des produits pour tous les consommateurs, mais également des ateliers visant à sensibiliser le public aux bonnes pratiques d'achat et à l'importance de soutenir l'économie locale. Le constat est parti de la cherté de la vie et du manque des produits locaux sur nos marchés. Voilà, l'inaccessibilité de certains produits locaux et la cherté de certains produits locaux sur nos marchés. Les objectifs de cette fois, rendre les produits locaux accessibles au grand public et leur permettre de pouvoir être accessibles à petit prix. Aujourd'hui, notre credo, c'est de permettre à cette population de mieux se nourrir dans des conditions d'hygiène, de salubrité et en plus de qualité au niveau gustatif, au niveau saveur, sans pour autant se dépouiller de toutes ses poches pour pouvoir vraiment se faire plaisir. La plateforme www.foireabidjanmarket est dédiée pour toutes inscriptions. Ce sont une quarantaine d'exposants attendus par jour du 22 au 25 novembre à cette première édition pour 2000 visiteurs, avec à la clé 3 prix, dont le prix du meilleur produit local, du meilleur vendeur et Innov Market Prix 2024. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. De plus en plus, la jeune génération s'érige vers l'intelligence artificielle et la digitalisation des services, notamment les étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Ainsi, après une formation, il s'est tenu la cérémonie de diplomation de la 5e promotion de Data Science Institute, parrainé par plusieurs structures telles que Ecobank, Jim UMOA, patronné par le ministre en charge du commerce et de l'industrie. Charles Kouakou, dans un commentaire de Sandrine Kwame. C'est tout heureux que les étudiants de la 5e promotion internationale en Data Science Institute ont reçu leur diplôme de Data Science. Une filière qui allie à la fois l'intelligence artificielle et la digitalisation qui impacte positivement les communautés. Cet institut met en lumière la synergie entre le secteur bancaire et la formation à l'INPHB qui a toujours œuvré pour l'éducation et la formation en promouvant l'innovation, l'éducation et l'intégration de la science des données dans le secteur bancaire africain.
Bien, si on dit 5e promotion, c'est qu'il y a eu la 4e promotion, la 3e, la 2e et la 1re promotion. Et c'est dire que nous sommes sur une formation qui remonte à plusieurs années maintenant. Et c'est le lieu, une fois de plus, de remercier tous les partenaires qui ont contribué à la mise en place de cette convention. Une innovation en intelligence artificielle que Ecobank Côte d'Ivoire et GIM UEMOA accompagnent, d'où leur implication en tant que parrain de la promotion. C'est un honneur en tant qu'ancien de cette école et au regard de tous les parrains qui sont passés, c'est un honneur. L'école forme des jeunes pour les métiers, on dira plus de demain, mais d'aujourd'hui. On parle d'IA, on parle de cybersécurité. Là, je suis en extase parce qu'il faut le dire, c'était pas vraiment facile, c'était un parcours de combattant. Et nous sommes arrivés et là, on a été récompensé par le premier prix de l'hackathon d'Ecobank. Donc là, je suis vraiment ému. Cette cérémonie a pris fin par le passage de flambeau des 2 parrains. À San Pedro, la direction de zone sud-ouest de l'OIPR a organisé l'atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération 2024 pour le 3e trimestre. La rencontre a eu lieu dans les locaux de la coordination régionale de la GIZ pour l'espace Taï à San Pedro. L'objectif est d'améliorer le niveau d'exécution du plan d'opération 2024 à travers la revue des activités réalisées au cours du 3e trimestre. Abel Kwao et Walter Kofi. L'atelier a été conduit en plénière avec l'ensemble des participants. Les réalisations du 3e trimestre 2024 ont été progressivement passées en revue, activité par activité, pour chacun des 6 programmes de gestion du parc national de Taï. Bilan satisfaisant au terme de cette évaluation avec une performance de près de 86%. Mais ces acquis sont à maintenir pour améliorer la performance en fin d'année. Alors c'est bien, c'est beau, c'est très bon, c'est 86%, mais cela demande de maintenir les acquis surtout et puis renforcer tous ces acquis et prendre toutes les mesures qu'il faut pour améliorer cette performance-là. Alors, cette amélioration passe, comme on l'a pu le noter, par tout ce qui est activité de suivi écologique, donc qui ont été insuffisamment mises en œuvre au cours de ce 3e trimestre. Dr Fanny Ngolo, directeur exécutif de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, confirme la belle performance de la direction de la zone sud-ouest et les résultats sont encourageants. Pour gérer les parcs, il faut beaucoup d'argent. Ça fait déjà de nombreuses années que l'OIPR travaille avec la Fondation aussi à mobiliser des fonds. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a quand même pu sécuriser des financements pour les années à venir. Ça ne suffit toujours pas, mais on peut dire que l'essentiel est là, ce qui permet donc à l'équipe de travailler et d'atteindre des résultats donc importants. Le préfet du département de Méagui salue la performance réalisée au terme des activités du plan d'opération 2024 pour le 3e trimestre. Mais nous disons qu'il y a des défis à relever avec le concours des partenaires techniques et financiers. L'OIPR pourra relever ces défis pour que, au terme du 4e trimestre de l'année 2024, les performances soient encore meilleures. Rappelons que le parc national de Taï est géré par la direction de la zone sud-ouest de l'OIPR et appuyé dans sa mission par des partenaires techniques et financiers. Outre ces partenaires, les populations riveraines, les ONG locales, les autorités judiciaires, administratives et politiques constituent des acteurs privilégiés intervenant dans la gestion du parc national de Taï. Direction Wangolodougou. À l'occasion de la rentrée scolaire, l'ONG Les Femmes Élites du Grand Nord apporte son soutien aux parents d'élèves de Niélé. Cette année encore, elle vient de respecter la tradition avec la remise de 100 kits scolaires aux élèves démunis. Des actions que l'ONG Les Femmes Élites du Grand Nord a élargies aux femmes enceintes et nourrices avec la remise d'une 50aine de kits d'assainissement. Le récit de Daouda Ouattara.
C'est au groupe scolaire 3 et 4 de Niélé que l'ONG Les Femmes Élites du Grand Nord a déposé leur valise de bienfaisance. En collaboration avec l'Alliance Kant Côte d'Ivoire, elle a offert plus de 100 kits scolaires aux élèves dont les parents éprouvent des difficultés dans cette période de rentrée scolaire. Je dis merci à l'ONG pour ces cadeaux. Je promets de bien travailler à l'école pour aller en classe supérieure. Aidons à l'endroit de nos enfants, surtout les nécessités. Et c'est ce qu'ils sont venus faire aujourd'hui. Ça nous va droit au cœur. Pour cette deuxième édition, les femmes élites du Grand Nord, FEGN et leurs partenaires Kant Côte d'Ivoire ont élargi cette activité à la maternité. Cap a été mis sur l'hôpital de la ville pour remettre du matériel de première nécessité au personnel de santé et aux femmes enceintes et nourrices. Je suis venue pour la vaccination de mon fils. Et à ma grande surprise, j'ai reçu ce beau cadeau venant de l'ONG Femmes Élites du Grand Nord. Vraiment, je suis vraiment heureuse. L'objectif, selon Mme Ouattara Piedjama Olga, est d'inciter les femmes enceintes à venir aux consultations prénatales pour réduire considérablement les risques liés à l'accouchement. L'ONG Femmes Élites du Grand Nord, en partenariat avec l'Alliance qui est en Côte d'Ivoire, avons mené 2 activités ce matin. La première activité consistait à remettre plus d'une centaine de kits scolaires aux enfants de l'école primaire 3 et 4 de Niélé. Créée en juillet 2008, l'ONG Les Femmes Élites du Grand Nord ont pour mission de sensibiliser la population du Nord sur le bien fondé de la scolarisation de la jeune fille et sensibiliser les femmes à suivre les consultations prénatales. Rendez-vous est pris à l'année prochaine pour la 3e édition. Et en image pour terminer ce journal, le président de la Banque africaine de développement affirme que l'institution financière panafricaine a approuvé un financement de 100 millions de dollars pour la création d'une nouvelle banque qui soutiendra les entreprises créées par des jeunes au Nigeria en utilisant l'assistance technique, l'incubation d'entreprises, les quasi-fonds propres et la dette. Cette institution contribuera à retenir les jeunes talents et à renforcer la compétitivité de l'économie nigériane. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur la télé utile Business 24.